Bon, bonsoir et bienvenue à tous. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier toutes ces personnes qui sont là, au nom des associations qui ont organisé cette soirée, qui est la 4e après Ustaritz, Itsasou et SAR. Donc UDE, CAD et surtout la toute dernière association qui est née la semaine dernière, Stop Mine. Alors nous allons essayer de vous informer le plus clairement possible sur ce dossier qui intrigue autant qu'il inquiète. Donc le projet de recherche d'or au Pays Basque. Je commencerai par faire une présentation générale de la situation, puis les autres intervenants suivront. Alors, avant toute chose, il faut savoir que c'est un collectif breton qui a alerté le CAD fin août. Donc, eux, ils avaient déjà mis un système de veille sur Internet. Et c'est là qu'ils ont vu passer au journal officiel le projet Cambo. Il faut savoir qu'en Bretagne, quand ils se sont rendus compte, pour eux, que le projet était en route, c'était déjà trop tard, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas eu d'alerte avant. Donc c'est pour ça qu'ils avaient mis cette veille sur Internet. Maintenant, nous allons parler plus précisément du projet Sudmine, qui est l'association qui est porteuse de ce projet. C'est une société de prospection minière. Elle est composée de géologues, techniciens, ingénieurs et financiers, bien sûr, et 4 entreprises partenaires. Elle est dirigée par un géologue qui s'appelle Christian Vallier. Le secteur choisi pour la prospection correspond à une zone qui aurait été exploitée au temps des Romains, vestige de cette époque, le camp romain d'Itsassou. Sudmine pense qu'il y a encore de l'or dans ce secteur. Elle a fait une demande de PERM, c'est-à-dire un permis exclusif de recherche minière, au préfet des Pyrénées-Atlantiques sur un territoire de 126 km², c'est-à-dire 11 communes. Alors, les 11 communes, il m'en manque une partie. On les a là, voilà. Sars, Saint-Pé, Ustaritz, Jacques-Sou, La Ressort, Alsou, Cambo-les-Bains, Sourail, Despelette, Itsasou et Inoa. Voilà. Mi-août 2015, les communes ont reçu un courrier du préfet qui était accompagné du dossier technique de Sudmine, et elles avaient jusqu'au 12 septembre pour donner leur avis. Alors des points ont quand même attiré notre attention. L'avis émis par les maires n'est que consultatif, la décision finale revenant au préfet et bien sûr, en dernier recours au ministre. Les maires n'ont pas pu consulter les administrés, la consigne étant de ne pas diffuser ou faire connaître le dossier technique au public. Dernier point, non des moindres, pour tout projet de prospection, une étude d'impact sur l'environnement doit être faite. Et nous avons appris que cette étude a été faite par la société Géoplus Environnement. Et il se trouve que Géoplus Environnement est une des 4 sociétés, des 4 entreprises partenaires de Sudmine. Voilà. Et qui est le directeur de Géoplus Environnement? C'est monsieur Christian Vallier, qui est aussi président de Sudmine. Voilà, c'est le même président. Et tout ceci est vérifiable sur le site de Sudmine. Vous y allez, vous avez tout le détail. Donc, depuis septembre dernier, plusieurs actions ont été menées. Des articles, des communiqués de presse. Chaque association a averti ses adhérents. Une lettre ouverte a été adressée au préfet en dénonçant l'opacité et l'absence de débat avec le public. La situation de Géoplus Environnement qui est à la fois juge et partie. Tout ceci risquant d'aboutir à des tensions, à une opposition massive de la population, bien sûr. Enfin, nous avons envoyé un courrier aux 11 mairies pour leur demander leur positionnement et les inviter aux réunions publiques. À ce jour, toutes les communes ont émis un avis défavorable, puisque nous sommes à Cambo, la mairie de Cambo a émis un avis très réservé. Et le préfet, à lui, a émis un avis très réservé également. Voilà. Alors je vais passer le micro à Georges, donc qui est aussi un adhérent du DEU Staritz, qui va vous expliquer en détail la cartographie et tout le reste. Bonsoir. Alors on va surtout aller vers des cartes et on va essayer de montrer l'impact le plus grave
Ce sera vraisemblablement sur l'eau, puisque on peut passer la première... oui, je vais passer ça. Oui. Alors, le territoire rapidement, hein, l'eau, pourquoi? Parce que on vous expliquera tout à l'heure que l'or que l'on va chercher, c'est de l'or libre, c'est-à-dire c'est de l'or détritique. C'est de l'or qui a été, au temps géologique, amené avec le gravier et les graviers, d'accord, dans des plaines alluviales, et qui désormais, lorsqu'on veut aller les chercher, ce qu'ont fait d'ailleurs les Romains, on vous expliquera ça en détail avec force photographie, on vous montrera précisément qu'il faut laver ce gravier, et puis comme on a 3,5 grammes d'or à peu près, c'est ce que dit le BRGM par tonne, ça fait donc des volumes absolument considérables d'eau pour pouvoir laver ce gravier et obtenir de façon gravitaire, d'accord, l'or qui est récolté. Si nos calculs sont bons, ça fait quelque chose comme ça fait à peu près 260 mètres cubes d'eau pour 1 kilo d'or. Ça fait, en termes de ce qu'on appelle les stériles aussi, ça fait 285 tonnes de stériles, d'accord, qu'il faudra bien mettre quelque part aussi. Donc vous avez aujourd'hui des montagnes de gravier ou de pierre, d'accord, avec des granulométries très, très variées. Et d'ailleurs, au passage, l'entreprise aimerait bien s'associer à une entreprise de vente, d'accord, de matériaux de construction, parce que précisément, c'est ce qui va rester en l'occurrence. Donc on va aller du côté du bord du territoire. Ce territoire, vous le connaissez, on a tout de suite, enfin ça nous a sauté à l'œil, à savoir qu'il a une forme qui est celui d'un cercueil, avec, vous voyez que non seulement le cercueil est là, mais en plus les pieds sont asympés, et vous avez la chance d'avoir la tête ici, ou en tous les cas le crâne. Voilà. Si on regarde ce territoire, oui, voilà. Oui, ça fonctionne de nouveau. Il doit y avoir un court-circuit quelque part. Alors, il a cette particularité, c'est que on regarde les zones urbaines. Les zones urbaines sont ici en rose. Vous voyez qu'on a l'impression que le reste est complètement vide, mais en fait, quand on fait un zoom, vous reconnaissez ici Cambo. Je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est le fameux S de Cambo. D'accord, et vous voyez qu'il y a de l'habitat de partout. C'est-à-dire, où que vous soyez, y compris dans le Piémont, de toute manière, vous aurez des habitations qui sont impactées. Quand on regarde cette jolie carte, c'est la carte des forêts. Vous avez près de 67% des forêts. Puis, quand on regarde cette jolie carte aussi, ça, c'est les cultures. On vous en parlera tout à l'heure. Et vous voyez deux couleurs dominantes que vous connaissez très très bien ici. Si on les a mises en vert, c'est pas pour rien. C'est que précisément, vous avez ici le maïs en vert foncé, et puis vous avez aussi les prairies, et qui sont, d'accord, et qui vous montrent que pour l'essentiel, c'est de l'élevage. Quand on regarde maintenant les zones protégées, car il y a beaucoup de zones protégées depuis un certain nombre d'années, alors on va vous traduire notre jargon, on commence à jargonner beaucoup avec des sigles, ZNIEF, d'accord, zone naturelle d'intérêt écologique et faunistique. Pour l'essentiel, les zones protégées ici sont des zones protégées au titre de l'habitat, c'est-à-dire pour l'essentiel pour des espèces végétales. Voilà ici la protection la plus importante qui est faite, qu'on appelle Natura 2000. En gros, c'est une application d'un texte réglementaire européen et dans lequel vous avez donc toute une politique qui est mise en œuvre pour essayer de préserver ces espaces riches en biodiversité. Vous regardez cette carte, et elle a celle-ci de particulier, c'est que vous voyez que tout est vascularisé. On a l'impression d'un système vasculaire avec deux grandes entités. Pardon, excusez-moi. Ici, à gauche, vous avez le chevelu qui va se déverser ici par la nivelle. Et puis, à droite, ici, vous avez tout le chevelu de la Nive et qui va bien sûr se déverser ensuite, d'accord, dans la Dour, puis ensuite l'océan. Et vous remarquerez d'ailleurs au passage que toutes les zones protégées sont quasiment toutes les zones qui sont disons
les plaines alluviales. Elles se confondent avec les ruisseaux et les fleuves. Ça correspond à deux entités politiques que vous connaissez, qui peut-être d'ailleurs demain n'en feront plus qu'une, puisqu'on en parle en ce moment, deux EPCI, et vous allez voir que précisément, donc, la communauté d'agglomération Sud Pays Basque et la communauté d'Érobie. Dernier point, toute la réflexion sur l'eau dépend d'une partition du territoire français qui s'appelle Adour-Garonne. C'est notre territoire. Et dans Adour-Garonne, on va donc s'intéresser de façon très précise donc, à notre système hydraulique à nous. Nous avons tellement l'habitude, notre œil est tellement habitué. Voilà notre paysage, vous le connaissez. En haut, vous avez le Piémont avec du vert, c'est le Pays Basque. Voilà. Et du vert, du blanc, du rouge, c'est presque le code couleur de notre région. Mais quand on regarde ensuite la plaine depuis le Piémont, c'est le paysage du bas, et vous voyez que vous avez des taches blanches de partout. C'est ce qui confirme ce qu'on disait tout à l'heure. On peut passer à l'autre. Donc on va rentrer de façon plus technique cette fois-ci dans l'analyse sur l'eau. Voilà, donc nous avons un bassin, un lot de surface. Alors, on va étudier l'eau de surface, et puis on va faire ensuite les nappes phréatiques. L'eau de surface, comme vous savez ici, et vous le voyez très bien, nous sommes dans une région qui est bien arrosée, puisque nous avons plus de 1500 mm d'eau par an, c'est-à-dire 1500 litres par mètre carré. Bien. Donc, en principe, vous savez ici que, bon, il pleut, ceci dit, on verra que le climat change et que ça a aussi des conséquences, y compris des fois des formes de sécheresse en hiver, ces derniers temps. Alors, deux bassins énormes. Regardez bien un peu. La Nive, 988 km² de bassin versant. Et vous vous souvenez précisément des crues qu'il y a eu en 2014. C'est que le bassin versant est tellement important que lorsqu'il pleut dans l'arrière-pays, vous pouvez avoir ici, il n'a quasiment pas plu, mais vous avez des trompes d'eau qui dévalent. Et vous savez très bien que ces deux fleuves ont cette particularité d'avoir des crues extrêmement violentes et puis aussi des étiages, c'est-à-dire des eaux basses qui sont de plus en plus fréquentes. Vous voyez à peu près ici, voilà un paysage d'été, voilà les impressions du pêcheur fin juin, il dit que voilà, c'est de plus en plus dur, il y a de moins en moins d'eau, les étiages sont plus longs qu'autrefois, plus sévères, et on le voit d'ailleurs au niveau des mesures de l'eau, en l'occurrence. Et puis, par contre, vous avez, ça c'est la crue de 2014, le 4 juillet 2014, d'accord, ça a atteint des sommets, puisque nous sommes arrivés, ici, à Cambo, à plus de 6,10 mètres. Alors, c'est dévastateur, en l'occurrence. Alors, voilà à peu près le régime fluvial que vous avez ici. J'ai mis en haut, comme vous le voyez, la Nive, et en bas, la Nivelle. Alors, ils n'ont pas du tout les mêmes débits, puisqu'en haut, vous êtes à plus de 48 mètres cubes seconde, en bas, vous êtes à 7,5 à peu près, donc ce n'est pas du tout de même envergure, mais vous avez le même profil. Vous avez 5 mois d'étiage. Et ces 5 mois d'étiage deviennent aujourd'hui, de plus en plus, presque 6 mois. Regardez, je vous ai mis ici, le dernier croquis, c'est celui de l'année 2014-2015. Regardez bien. Ici, on est au mois de mai. Du mois de mai jusqu'au mois de novembre, on est à un étiage qui est extrêmement bas, d'accord, très 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 bas, et puis ensuite ça va repartir. Alors mis à part quelques petits orages qu'il y a eu pendant l'été, la plupart du temps c'est un étiage extrêmement long, donc c'est même plus 5 mois, c'est maintenant 6 mois, en l'occurrence. Et donc on voit une exagération des étiages, une exagération, d'accord, des crues. Donc les risques que va faire courir les mines, c'est des risques quantitatifs et des risques qualitatifs qu'on va retrouver. Les risques quantitatifs, c'est d'avoir des prélèvements pendant les étiages très sévères et longs de l'été. Le deuxième point, c'est la remise en cause des débits réservés. Vous savez très bien que lorsqu'il y a une entreprise hydroélectrique, elle a l'obligation de laisser dans la rivière un débit défini qui permet de maintenir la vie pendant qu'elle prélève. Or, on va voir que précisément, il va y avoir des conflits entre les débits réservés et les prélèvements qui risquent d'être faits. Ensuite, vous avez une concurrence avec donc les usines hydroélectriques, il y en a sur la Nive, comme vous le savez,
Il y a ensuite une concurrence avec l'usage agricole, même s'il est vrai qu'on n'arrose pas encore beaucoup, mais j'ai eu beaucoup de mal d'ailleurs à avoir les chiffres de l'arrosage agricole. Voilà. Et on va avoir des problèmes qualitatifs, c'est ce qu'on appelle la turbidité, le fait que l'eau soit trouble, très trouble, et on verra que ça a des conséquences sanitaires. Enfin, s'il y a des pollutions qui sont structurelles ou accidentelles, on va voir que le système est très mal fait pour pouvoir résister à l'impact d'une pollution accidentelle. Et vous savez très bien que l'eau de surface, elle est captée, je vais prendre ici l'exemple que vous connaissez, qu'on appelle le SMUN, le syndicat mixte de l'usine de la Nive. Ce syndicat mixte a ceci de particulier, c'est que c'est une mutualisation au travers de 26 agglomérations pour prendre de l'eau, capter de l'eau. Voilà toute la région, c'est donc toute notre région plus le sud des Landes. Okay, et vous avez donc ici, voilà les 26 communes en haut qui sont concernées par le SMUN. L'eau est captée donc, comme vous le savez, au seuil de Heitz à Ustaritz. Le seuil de Heitz, c'est l'endroit où la marée n'agit plus et désormais on peut prendre l'eau parce qu'elle n'est plus saumâtre. Okay, eh bien, cette installation énorme va capter donc à Ustaritz, traiter ensuite à Anglette, et ensuite on va le voir et raccorder à Ondres. Et on va voir pourquoi c'est raccordé. Pour des raisons que vous pouvez comprendre, voilà à peu près, alors je pensais qu'on pouvait voir les chiffres, excuse-moi, c'est moi qui vois mal, ou c'est... Non, c'est flou. Bon, en gros, pour faire vite, voilà à peu près le volume qui est prélevé. 10, il y a eu des années, c'est dépassé 11 millions de mètres cubes. C'est énorme, c'est très très important. Le nombre de communes, 26 communes. Le nombre d'habitants, 200 000 habitants. En été, 400 000. D'accord ? Et donc, je vais ici, il va falloir donc sécuriser. Et c'est ce qu'on a fait, c'est ce que le SMUN a essayé de faire, de sécuriser. Pourquoi ? S'il y a une pollution, alors ici, ça porte le nom de station d'alerte d'Exor, voilà, c'est-à-dire l'évacuation des eaux d'infiltration. Imaginons que des eaux polluées arrivent et qu'on ne puisse plus faire fonctionner, on arrête le prélèvement de la Nive et on fait quoi ? Eh bien, on va demander aux Landais, par Ondres, de taper dans la nappe phréatique là-haut et de pouvoir essayer de nous alimenter. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les réserves que nous avons en été ne font pas plus de 12 heures. Ce qui veut dire que le système est extrêmement fragile. Alors, il faut savoir que nous aussi, le SMUN donne de l'eau aussi, bien sûr, aux Landes, et donc il y a ici une solidarité, entre guillemets, entre les systèmes. Mais on voit à l'évidence que c'est un système fragile. Ouais. Voilà. On passe aux nappes phréatiques. Les nappes phréatiques, enfin, on dit les, en réalité, il n'y en a quasiment qu'une. Même si elles portent des numéros différents, c'est la même. Il n'y en a qu'une qui est différente, on va le voir, pardon, ici, qui est toute ici. En gros, Cambo est à peu près là. Et il y a une seconde nappe qui est ici. On va le voir tout à l'heure. Mais en gros, c'est une très très grande nappe qui est numérotée, comme toutes les nappes européennes. Et vous voyez que ça suit à peu près la Dour, là-haut. D'accord ? Elle est quasiment d'un seul tenant. Et on va le voir qu'elle a des particularités. 2094 km², c'est énorme. D'accord ? Notre petit cercueil vous montre qu'il y a ici, voilà la seconde nappe alluviale qui est ici. Et puis, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer ceci. Nous sommes dans un terrain qui est extrêmement bousculé au point de vue géologique, qui est extrêmement pissé, faillé, et donc on est devant un terrain qui, pour l'essentiel, est semi-perméable. Sauf que cette perméabilité, elle n'est pas la même de partout. Et ça donne une fragilité particulière à certains endroits, dont Cambo. Vous avez ici cette carte, vous voyez mon petit cercueil là, voilà. Cambo est ici, voilà, à peu près là. Et vous voyez qu'on va du rouge au bleu. Pour faire simple, c'est une construction donc cartographique de chiffres qui ont été élaborés par le BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, tenant compte à la fois des terrains traversés, de l'épaisseur des terrains traversés, des pentes, etc., pour déterminer la fragilité et la plus grande susceptibilité des nappes phréatiques.
Or, vous voyez que le bleu est assez présent, sauf précisément à un certain nombre d'endroits. Cambo, qui est ici. Vous retrouvez ici aussi des endroits très rouges, d'accord, très ponctuels. Ce sont donc des endroits ici où la perméabilité est absolue. Au point d'ailleurs au passage qu'on va ici, vous voyez que vous avez toute cette bande bleue, c'est les endroits où on appelle ça des inondations dans les sédiments. C'est des endroits où la nappe phréatique affleure. Donc c'est des endroits de communication avec la nappe phréatique. L'intérêt, c'est que ça maintient le niveau des débits en été, mais réciproquement, tout ce qui est en surface peut pénétrer directement dans les nappes phréatiques. Et quand je dis les, c'est presque la nappe phréatique, une seule. Et on va voir d'ailleurs au passage que ça fait précisément ce qu'ils appellent une vulnérabilité très grande face aux pollutions anthropiques, c'est-à-dire liées à l'homme, à l'activité de l'homme. Regardez bien les prélèvements, parce que le SMUN donne de l'eau de surface, mais presque toutes les communes vont compléter leur rapport par, bien sûr, des forages dans la nappe phréatique. Et quand on regarde les forages, j'ai donné quelques chiffres, mais ils sont extrêmement importants. Vous pouvez d'ailleurs les consulter sur Internet. Et vous voyez qu'ici à Cambo, 300, vous avez 2 sources. Ce n'est même pas des sources, d'ailleurs, ce sont des nappes phréatiques. D'accord, et dans lesquelles vous avez, vous voyez, 306 000. Voilà, ça, ce sont des chiffres de mètres cubes. On est d'accord? Ici, vous regardez Itsasou, vous êtes à 2,7 millions. Parce que c'est le Laxia, ça va servir à d'autres communes, comme vous le savez. De la même manière, à la Ressort, vous avez plus d'1 million de mètres cubes. Tout ça, c'est dans la nappe phréatique, hein, et ça s'ajoute à tous les prélèvements qui sont faits en surface. Donc, chacune des communes fait son prélèvement, et vous savez très bien que le risque est lié aussi au fait dès lors qu'on perce une nappe, on a aussi tout un ensemble de problèmes sanitaires qui peuvent se poser. Voilà, les prélèvements agricoles non chiffrés, les prélèvements industriels non chiffrés. Voilà, et ça n'existe pas. Mais alors, voilà, si on se tourne vers l'Adour, le bassin Adour-Garonne, on voit que quand même c'est sévère le jugement. Normalement en 2015, on devait arriver au bon état sanitaire, biologique, chimique, et on n'y est pas. Nulle part. Et de très loin. Alors nous ne sommes pas les pires, il y a pire dans le secteur, mais nous sommes en tous les cas devant donc des nappes qui sont superficielles, qui sont très vulnérables aux pollutions, structurellement, ensuite qui sont très sollicitées pour la fourniture d'eau, voilà, et enfin il y aura des tensions bien évidemment sur les quantités et en période bien sûr estivale ou si par hasard tout simplement, et vous êtes dans une année qui est peu pluvieuse. Voilà, non, c'est pas grave, je voulais mettre, c'est pas grave. Non, mais c'est pas toi qui as fait de faute, c'est moi. Donc, je résume le propos, d'accord. J'avais pris aussi la côte, je vais vous montrer la côte, mais ça revient exactement au même. En gros, qu'est-ce qui se passe sur la côte? C'est que la côte, c'est un estuaire. L'estuaire ramasse la totalité de ce qui a été fait en amont, comme vous savez, et que par conséquent, tous les problèmes que nous avons ici, ce sont des problèmes, bien évidemment, qui vont être exagérés en bas. Pour raccourcir le propos, vous connaissez. Il y avait une carte que je voulais vous montrer, mais c'est pas grave, qui est l'ensemble des points de rejet des stations d'épuration. Tout le monde sait, j'aurais pu vous montrer les chiffres, c'est toujours le même scénario. Normalement, les eaux de pluie doivent être séparées, elles ne doivent pas être traitées, mais elles arrivent dans les stations d'épuration. Et s'il y a des surfeurs ici, vous devez le savoir, la côte, dès lors qu'il pleut, vous avez des taux absolument considérables, d'accord, d'un certain nombre d'éléments biologiques que vous connaissez, qui s'appellent Escherichia coli, qui s'appellent, etc., qui ont un joli nom, et qui vous donnent des gastroentérites. Et ces gastroentérites sont liées toujours à des pics de pluie. Alors sur la côte Autriche, où on essaye de faire comme on peut, en général on fait des stations de rétention, première hypothèse. Deuxième hypothèse, donc ça veut dire qu'on va relâcher petit à petit, je n'ose employer le mot, voilà, exactement. Ou bien deuxième hypothèse, la deuxième hypothèse, mais c'est pas le pire, vous savez.
Quand on regarde les estuaires et quand on voit, ah oui, en particulier un certain nombre de produits chimiques qui y sont, des métaux lourds, c'est plus grave. Hein. C'est pas une gastroentérite, c'est autre chose. Donc je reviens sur les estuaires. Les estuaires et la côte souffrent, comme vous le savez, de ce problème récurrent et qui ne varie pas dans le temps, parce que quand on regarde les chiffres d'il y a 10 ans, les chiffres d'aujourd'hui, ils sont quasiment stables, à peu près stables. Et on connaît bien sûr l'Uabia, vous connaissez ces noms, vous connaissez ces petites rivières qui se jettent sur la côte qui pourtant est protégée maintenant par Natura 2000 au large, pour les oiseaux et pour l'habitat. Donc il y a du travail à faire, simplement donc attirer votre attention sur le risque essentiel, celui de l'eau.